Je m'appelle Nathalie Garnier et j'ai 35 ans. Il y a 6 mois, si vous aviez regardé ma vie sur le papier, vous auriez dit quelque chose de réconfortant et de suffisant comme « elle va bien ». Elle est stable. Elle a tout compris. Je possédais une modeste maison de ville en banlieue, 2 chambres, un petit jardin, assez d'espace pour respirer, mais pas assez pour impressionner qui que ce soit. Je conduisais une voiture fiable qui démarrait au quart de tour, une Peugeot qui ne m'a jamais lâché, j'alimentais mon plan épargne-retraite comme une horloge et je pouvais vous dire à l'euro près combien j'avais dans mon livret A pour les urgences. Je suis le genre de femme qui étiquette les étagères de son cellier et qui lit vraiment les conditions générales avant de signer quoi que ce soit. Cédric avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais la personne la plus responsable qu'il ait jamais rencontrée. Il le disait avec ce demi-sourire charmeur, comme s'il trouvait adorable que je connaisse nos taux d'intérêt exacts et le moment optimal pour faire tourner le lave-vaisselle afin de profiter des heures creuses EDF. Nous étions ensemble depuis 7 ans, et vivions ensemble depuis 5 ans. Il avait emménagé chez moi après la fin de son bail et n'était jamais reparti. Nous parlions du mariage de cette vague manière, pour « un jour ». Quand le travail ralentirait, quand les choses seraient plus stables, quand le moment serait propice. Le timing. La stabilité. Il aimait ces mots quand il parlait de moi. Il ne se les appliquait simplement pas à lui-même. Pendant longtemps, cela a fonctionné. Je m'occupais de la plupart de la logistique, factures, assurances, rendez-vous Doctolib, le train-train incessant de la vie d'adulte. Lui s'occupait du charme, des événements sociaux, de faire en sorte que les gens nous aiment. Il était doué pour ça. Doué sans effort. Je pensais que nous formions une équipe. Aujourd'hui, en le regardant sur mon canapé, les genoux qui tremblent, les yeux fuyants, j'ai réalisé que nous n'avions jamais été une équipe. J'avais été une fondation. Lui s'était contenté de se tenir debout sur moi. Avec le recul, je peux voir tous les endroits où les fissures ont commencé. La première, c'était son téléphone. Cédric n'avait jamais été cachotier avec son téléphone auparavant. Il restait posé face visible sur le comptoir, sonnant constamment avec les discussions WhatsApp, ses ligues de mon petit gazon et ses collègues envoyant des mèmes stupides. Puis un jour, le son de la notification a changé. Un bourdonnement rapide et net que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai tendu la main vers le téléphone par habitude, pensant que c'était peut-être le mien, et l'écran était déjà noir. Verrouillé. Nouveau code, ai-je demandé légèrement, plus curieuse que soupçonneuse. Il n'a pas levé les yeux du frigo. Ouais, le service informatique au boulot panique à propos de la sécurité ces derniers temps. Tu sais, le RGPD, les violations de données et tout ça. C'était logique. Tout était logique à l'époque, si je le voulais bien. La deuxième fissure, les soirées tardives. Cédric travaillait dans la vente de longues heures, des horaires imprévisibles, des clients qui voulaient boire un verre à 21h un mardi pour parler chiffres. Je savais que le secteur était exigeant. J'avais entendu assez de ces histoires. Mais les soirées tardives ont commencé à s'accumuler. Dîner client, m'écrivait-il. Réunion d'urgence. Grande présentation demain, on répète. De plus en plus, je me retrouvais à dîner seul, son assiette enveloppée dans du papier aluminium au frigo, intacte à mon réveil à côté d'un lit vide et froid. La troisième fissure, l'argent. Je ne suis pas le genre de personne qui oublie l'argent. Les chiffres sont ma zone de confort. Mon travail dans la finance à la Défense m'a appris à repérer rapidement les schémas et à remarquer quand ils changent. Un vendredi après-midi, je me suis connecté à notre compte commun pour virer le montant habituel vers l'épargne. Le sol ne collait pas. Pas de beaucoup, juste assez pour me démanger l'esprit. J'ai peut-être mal calculé, me suis-je dit. J'ai peut-être oublié une facture. J'ai vérifié les relevés. C'était là. Une série de retraits au distributeur dans un quartier loin de son bureau et de notre maison. De petits montants 75 € par-ci, 55 € par-là espacés juste assez pour paraître inoffensifs. Sauf qu'ils ne l'étaient pas. De petites fissures, des fractures capillaires, le genre qu'on peut ignorer jusqu'à ce qu'on ne le puisse plus. Dans le salon, Cédric a reniflé bruyamment et a tendu la main vers la mienne. Je ne l'ai pas laissé me toucher. Il l'a remarqué. Son expression s'est durcie une fraction de seconde, puis s'est réorganisée en quelque chose de plus doux, de plus pitoyable. « Tu es vraiment froid dans ce moment », a-t-il dit. « C'est dur pour moi aussi, tu sais. » J'ai failli rire. « Pour toi, ai-je répété. »« D'accord.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a pris une grande inspiration. Écoute, Océane et moi, on a merdé. Ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. Et elle? Elle veut garder le bébé. Les mots sont tombés comme des pierres dans mon estomac. Elle veut, ai-je dit. Et toi, qu'est-ce que tu veux, Cédric? Je ne sais pas, a-t-il éclaté. Je panique, d'accord? C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu es la rationnelle. Tu sais toujours quoi faire. Tu es doué avec l'argent, avec la planification, avec tous ces trucs d'adulte. Il a fait un geste vague vers la pièce comme si les murs, les meubles et le courrier soigneusement empilés constituaient ma personnalité. J'ai besoin de toi, a-t-il dit, la voix s'adoucissant. Nous avons cette vie que tu as construite pour nous. Je ne peux pas simplement m'en aller. Je ne veux pas. Je t'aime. Il m'a regardé comme si ce mot était censé être un atout-maître. L'amour. Comme si l'amour signifiait que j'étais obligé d'absorber les retombées de ses choix. Comme si l'amour signifiait signer un chèque en blanc à son chaos. Alors pourquoi, ai-je demandé doucement. Es-tu retourné voir ton ex-copine? Son regard a fui. C'était compliqué. On a une histoire, Nat. On ne peut pas juste éteindre ça. Mais on peut activer un code, ai-je dit, si la sécurité est la seule raison pour laquelle tu en as mis un sur ton téléphone. Pour la première fois, une lueur de vraie peur a traversé son visage. Tu fouilles dans mon téléphone, a-t-il demandé, comme si c'était là la véritable violation. Non, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de ton téléphone. Pas quand j'avais quelque chose de bien mieux. Il n'a pas saisi le changement dans mon ton. Il était trop occupé à s'effondrer, essayant de s'accrocher à la version de moi à laquelle il était habitué, l'arrangeante, la réparatrice, la femme qui faisait fonctionner les choses, peu importe le poids qu'on lui mettait sur les épaules. Nat, écoute, a-t-il dit en s'avançant. Océane et moi avons discuté, et nous sommes tous les deux d'accord pour dire que la chose la plus pratique est que toi et moi restions ensemble pendant qu'on résout ça. Tu couvres déjà la plupart des dépenses de la maison. Ce n'est pas comme si ça allait changer. Et, eh bien, tu gagnes plus que moi. C'était là. La vérité, enfin autorisée à s'échapper. Il s'est précipité pour la couvrir de sentiments. Je ne suis pas avec toi pour ton argent, a-t-il ajouté hâtivement. Tu le sais. Mais de façon réaliste, tu es la mieux placée pour nous soutenir tous pendant que je... Arrête, ai-je dit sèchement. Il s'est arrêté. Je me suis adossé dans le fauteuil face à lui, j'ai croisé une jambe sur l'autre et je l'ai étudié comme un dossier, comme un bilan comptable. Donc, laisse-moi bien comprendre, ai-je dit, ma voix très calme, très claire. Tu m'as trompé avec ton ex-copine. Tu l'as mise enceinte, et maintenant tu me demandes si je vais continuer à payer les factures pendant que tu deviens père avec quelqu'un d'autre. Il a dégluti. Dit comme ça sonne. Comment devrais-je le dire, alors? Ai-je demandé. Vas-y, dis-le avec tes propres mots. Exactement ce que tu attends de moi. Il a hésité, puis s'est redressé un peu, ce regard familier et calculateur se mettant en place derrière ses yeux. Je vais avoir un bébé, a-t-il dit, en articulant chaque mot soigneusement. Elle porte mon enfant, mais toi et moi, nous avons un foyer, une vie, des responsabilités. J'ai besoin que tu restes. J'ai besoin que tu continues à subvenir aux besoins, au moins jusqu'à ce que les choses se tassent. C'est ce que font les partenaires, Nat. Ils sont présents quand ça compte. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que je le sente peser sur sa peau. Tu dis ça clairement, ai-je demandé. C'est exactement ce que tu me demandes? Oui, a-t-il dit, le soulagement traversant son visage comme s'il pensait que je comprenais enfin. Oui, c'est ce dont j'ai besoin de ta part. J'ai hoché la tête une fois. Bien, ai-je dit doucement. Je voulais juste m'assurer que tu t'entendais parler. Je me suis levé. Cédric a cligné des yeux. Où vas-tu? Ne t'inquiète pas, ai-je dit en me dirigeant vers le couloir. Je ne t'abandonne pas. Pas encore. J'ai poussé la porte de mon bureau à domicile et me suis dirigé vers le bureau, mon rythme cardiaque stable, mon esprit plus vif qu'il ne l'avait jamais été. Sur le bureau, il y avait un dossier avec une étiquette soignée et ennuyeuse, document d'assurance. J'ai pris mon ordinateur portable, je l'ai ramené dans le salon et je l'ai posé sur la table basse entre nous. Cédric a froncé les sourcils.
Qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert le dossier, cliqué sur un fichier dont il ne pouvait pas voir le nom de là où il était assis. Puis j'ai tourné l'écran vers lui. Puisque nous sommes pragmatiques, ai-je dit, il est temps que tu entendes quelque chose. J'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a rempli la pièce. Et pour la première fois de la soirée, il est devenu complètement, totalement immobile. 3 mois avant d'appuyer sur lecture sur cet enregistrement, je me tenais devant l'évier de la cuisine, fixant une trace de rouge à lèvres qui ne m'appartenait pas. Elle était sur l'un de nos gobelets blancs bon marché, faible et taché. La couleur n'était pas la bonne. Pas mon vieux rose habituel, mais une teinte baille plus audacieuse, le genre de couleur qu'on porte quand on veut être vu. Le verre était aussi au mauvais endroit, caché derrière le mixeur comme si quelqu'un l'avait fourré là rapidement et l'avait oublié. Je l'ai ramassé avec un torchon, je l'ai tourné sous la lumière et j'ai senti mon estomac se serrer. Cédric m'avait dit qu'il avait dîné seul la veille au soir. Quelque chose à propos d'être trop fatigué pour sortir avec les gars, voulant juste se détendre à la maison. C'est drôle, je ne me souvenais pas avoir bu quoi que ce soit dans ce verre. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication raisonnable. Il y en a généralement une, si on est assez déterminé pour la trouver. J'ai rincé la tache dans l'évier, remis le verre dans le placard et essayé de laisser tomber. Je n'ai pas réussi. La distance a commencé comme un sentiment que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Pas froid, exactement. Pas hostile. Juste absent. Cédric avait toujours été affectueux d'une manière physique et facile. Une main sur le bas de mon dos, un baiser sur le sommet de ma tête quand il passait derrière le canapé, tirant mes pieds sur ses genoux pendant qu'on regardait la télé. Puis cela s'est amenuisé, comme si quelqu'un baissait un variateur de lumière seulement de quelques degrés à la fois. Longue semaine, disait-il quand je me penchais vers lui et qu'il se reculait. Je suis épuisé. On remet ça. Je lui ai accordé des « on remet ça », jusqu'à ce que le calendrier métaphorique dans ma tête en soit plein, tous empilés les uns sur les autres comme des messages non lus. Notre lit restait chaud de mon côté, froid du sien. Il était toujours charmant en public, souriait toujours sur les photos. Il racontait toujours des histoires lors des dîners qui faisaient rire nos amis, posait toujours sa main sur ma jambe sous la table. Nous avions l'air bien vus de l'extérieur. Ça a toujours été le cas. Le soir où j'ai arrêté de prétendre que c'était dans ma tête, j'étais dans le salon, des feuilles de calcul ouvertes sur mon ordinateur portable, en train de trier nos dépenses mensuelles. C'est mon rituel. Premier vendredi du mois, verre de vin, playlist en fond sonore, les chiffres s'alignant en petites rangées ordonnées. Cédric était sorti avec des collègues pour le lancement d'un projet. Je me suis connecté à notre compte chèque commun pour virer de l'argent sur l'épargne. Le solde était encore faux. J'ai froncé les sourcils et fait défiler les transactions récentes. Elles étaient là. 3 autres retraits au distributeur, chacun provenant de la même machine à l'autre bout de la ville. Pas près de son bureau, pas près d'un client que je connaissais. Certainement pas près de notre maison. 75 €, 55 €, 95 €. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête. Bébé, c'est juste du liquide pour le déjeuner. Ne sois pas si dramatique. Avant même que je ne pose la question. Mais les déjeuners n'ont généralement pas lieu à 23 h. Les horodatage brillaient sur l'écran, 23h07, 22h52, 23h23. D'accord, ai-je chuchoté pour moi-même, le mot tremblant et fin comme du papier. D'accord. J'ai cliqué sur ma propre feuille de calcul privée. Celle que Cédric ne connaissait pas. Celle où, 6 semaines plus tôt, j'avais commencé à noter discrètement chaque chose bizarre qui ne collait pas. Nouveau code sur son téléphone. Soirée en amoureux manqué. Pas de texto avant minuit. Eau de colonne étrange. Pas ces retraits d'espèces habituels. Lieu bizarre. Frais Uber inexpliqués. Individuellement, ce n'était rien. Collectivement, c'était un schéma. Et les schémas, c'est mon domaine. J'ai fermé les yeux et laissé les chiffres se réorganiser dans mon esprit, formant le contour de quelque chose que je ne voulais pas voir. On peut aimer quelqu'un et reconnaître quand même que le calcul n'est pas bon. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Au lieu de cela, je l'ai observé quand il est rentré. La clé dans la serrure à minuit 37. Le silence délibéré alors qu'il ouvrait doucement la porte. Le juron étouffé quand il m'a vu assise sur le canapé, l'ordinateur portable toujours ouvert, une émission en pause sur l'écran de télévision. Et, a-t-il dit,
surpris. Tu es encore debout? Je n'arrivais pas à dormir, ai-je menti. Comment s'est passé le lancement? Bien, a-t-il dit automatiquement. Long. Tu sais comment devient mon patron quand il y a de l'alcool haut de gamme gratuit. Il sentait l'eau de Cologne, la nourriture de bar et quelque chose de plus doux que je n'arrivais pas à situer. Je l'ai regardé jeter ses clés dans le bol, glisser son téléphone dans sa poche au lieu de le lancer sur la table d'appoint comme il le faisait d'habitude. Tu as mangé, ai-je demandé. Ouais, a-t-il dit trop vite. On a commandé des planches à partager. Il s'est dirigé vers le couloir, puis s'est arrêté. Ça va? A-t-il demandé en se retournant vers moi. Tu fais ce truc avec ton visage. Quel truc? Le truc du calcul mental. Il a agité ses doigts près de sa tempe comme s'il me taquinait. On dirait que tu es sur le point d'auditer l'âme de quelqu'un. J'ai forcé un sourire crispé. Juste des trucs de boulot en tête. Il a hoché la tête et a disparu dans la chambre. Je n'ai pas suivi. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone, ouvert mes emails et fait défiler jusqu'à un message que j'avais enregistré dans mes brouillons une semaine plus tôt. Objet, demande de renseignements concernant vos services. Destinataire, un détective privé recommandé par un collègue de travail, quelqu'un spécialisé dans les affaires domestiques, discret mais minutieux. Mon curseur a plané au-dessus du bouton envoyé. J'ai pensé au rouge à lèvres sur le verre, au téléphone verrouillé, au retrait tardif au même distributeur à des kilomètres de là. J'ai pensé à la façon dont je me disais depuis des mois que c'était juste le stress, juste le travail, juste une mauvaise passe. J'ai pensé à la sensation de ma poitrine ces derniers temps serrée, comme s'il y avait un élastique autour de mes côtes, tiré presque jusqu'à la rupture. Puis j'ai appuyé sur envoyer. 3 jours plus tard, j'étais assise dans un petit bureau quelconque au-dessus d'une zone commerciale, les mains sagement croisées sur mes genoux, face à un homme qui avait l'air d'être sorti d'un modèle générique d'enquêteur. Grisonnant aux tempes, cravate neutre, calme, yeux illisibles. Madame Garnier, a-t-il dit en jetant un coup d'œil aux notes devant lui. Vous avez dit dans votre email que vous soupçonnez votre partenaire d'être infidèle. Le mot m'a tordu l'estomac. Je ne sais pas, ai-je dit. Je soupçonne quelque chose. Je ne suis pas sûr de quoi. Il a hoché la tête comme s'il avait entendu ça 100 fois. Parlez-moi de son emploi du temps, a-t-il dit. Et des changements que vous avez remarqués. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des nuits tardives et des retraits d'espèces, de la soudaine mise en scène de la vie privée autour de son téléphone, de la façon dont son toucher avait disparu de nos routines quotidiennes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dramatisé. J'ai énuméré les faits comme si je présentais un audit. Il a écouté, posé quelques questions de clarification, puis s'est adossé à sa chaise. Sait-il que vous êtes ici, a-t-il demandé. Non. Avez-vous accès à ses réseaux sociaux, ses emails, ses services de localisation? Limité, ai-je dit. Il n'est pas négligent. Plus maintenant. Un coin de sa bouche a tressailli. Pas tout à fait un sourire. Les gens ne le sont généralement pas, a-t-il dit. C'est pourquoi les gens comme moi restent en affaires. Il a décrit ce qu'il allait faire, surveillance, suivi GPS de tout véhicule partagé, photos, horodatage et, s'il pouvait se le permettre, enregistrements audio lorsque mon petit ami était dans des lieux publics. Vous devez savoir, a-t-il ajouté, que selon la jurisprudence, certains enregistrements sont recevables, d'autres non. Mais même quand ils ne le sont pas, ils sont un levier utile. Un levier pourquoi, ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Pour les négociations, a-t-il dit. Pour les règlements. Pour vous assurer de ne pas repartir les mains vides à cause des mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Quelque chose dans ma poitrine s'est durci. Je n'essaie pas de ruiner sa vie, ai-je dit. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Son regard a croisé le mien. Stable. Je vous dis comment les gens utilisent ce genre d'informations. C'est à vous de décider ce que vous en faites. J'ai signé les papiers du mandat avec des mains qui tremblaient à peine. Ce faisant, il a dit doucement, presque après coup, la réponse que vous ne voulez pas est quand même une réponse. La première semaine de surveillance, rien ne s'est passé. Cédric est allé travailler, et rentré tard, m'a envoyé des mots doux génériques depuis des endroits inconnus. Comment s'est passée ta journée? Incroyablement occupé. Hâte de te voir. Ne m'attends pas. Ce client est un cauchemar, lol.
L'enquêteur m'envoyait des mises à jour courtes et sèches. Le sujet a quitté le travail à 18h14. Conduit au gymnase. Quitté le gymnase à 19h09. Maison à 19h32. Aucun contact suspect observé. Je commençais à me sentir stupide, paranoïaque. Peut-être que j'avais surréagi. Peut-être qu'il était vraiment juste stressé et que je pathologisais des passes difficiles normales parce que j'aime les récits nets et les feuilles de calcul propres. Puis, au 9e jour, j'ai reçu un email sans texte dans le corps, juste 3 photos en pièces jointes et une seule ligne dans l'objet, nous devrions parler. J'ai ouvert la première photo. Cédric, debout devant un restaurant que j'ai reconnu au centre-ville, le charmant endroit italien où nous avions célébré notre premier anniversaire. Il était appuyé contre le mur de briques, vérifiant son téléphone. Sa posture était détendue, familière. La deuxième photo, une femme s'approchant de lui. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour le sentir. La façon dont tout son corps s'inclinait vers elle, la façon facile dont il ouvrait ses bras, l'attirant dans une étreinte qui a duré juste un instant de trop. Cheveux noirs, rouge à lèvres vifs, une robe que je ne porterais pas pour un dîner de travail à moins de vouloir un type d'attention très spécifique. La troisième photo, eux entrant ensemble, sa main posée bas sur son dos intime, décontracté, pratiqué. Ma gorge s'est nouée. Sous les photos en petits caractères se trouvaient les détails. Lieu, restaurant. Adresse, cachet. Heure, 19h18. Durée du repas, environ 2h06. Le sujet a identifié la compagne comme Océane dans l'audio enregistré. Océane. Le nom s'est posé comme de la glace dans mon estomac. Je connaissais ce nom. Je l'avais entendu dans des histoires désinvoltes lancées comme une vieille blague. Mon ex, Océane, était folle, avait-il dit un jour en riant avec ses amis. Tu l'as échappé belle, Nat. J'ai trouvé mieux. Il avait apparemment trouvé mieux en retournant vers elle. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un nouveau texto de Cédric. Le dîner client s'éternise. Je meurs. Garde-moi un peu de ce reste de lasagne. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis j'ai ouvert à nouveau l'email de l'enquêteur et j'ai remarqué qu'il y avait une 4e pièce jointe sur laquelle je n'avais pas encore cliqué. Pas une photo, un fichier audio. Mon doigt a plané au-dessus, chaque partie de moi hurlant de ne pas appuyer sur lecture. Je l'ai fait quand même. L'enregistrement a grésillé une seconde, puis s'est stabilisé. Bruit de couvert, bavardage de restaurant, rire d'une femme. Puis la voix de Cédric, basse et suffisante. Non, elle n'en a aucune idée, disait-il. Je te l'ai dit, elle est complètement à côté de la plaque. Elle croit vraiment que je travaille tard tous ces soirs. Mon rythme cardiaque rugissait dans mes oreilles. La femme, Océane, a gloussé. Qu'est-ce que tu vas faire quand elle le découvrira, a-t-elle demandé. Il a ricané. Elle ne le saura pas. Et même si elle le découvre, qu'est-ce qu'elle va vraiment faire? Partir? S'il te plaît. Elle s'est investie. Elle est pragmatique. Pragmatique? Mon mot préféré. Utilisé comme une insulte. L'enregistrement a continué, mais je l'ai mis en pause là, les doigts enfoncés dans le bord du comptoir pour me tenir debout. Quelque part au loin, la minuterie du four a sonné. Stridente et insistante. Je n'ai pas bougé. Dehors, une portière de voiture a claqué. Un moteur familier tournait au ralenti dans l'allée. Cédric était rentré. J'ai pris une lente inspiration, fermé le fichier audio et l'ai enregistré dans un dossier sur mon ordinateur portable. J'ai nommé le dossier quelque chose que personne d'autre que moi ne prendrait jamais la peine d'ouvrir, document d'assurance. Puis j'ai redressé mes épaules, essuyé les larmes qui s'étaient échappées sans que je m'en rende compte, et j'ai marché vers la porte d'entrée pour accueillir l'homme qui pensait que j'étais complètement à côté de la plaque. Il ne se doutait pas que le compte à rebours de sa version de notre vie venait de commencer. Cédric est entré dans la maison ce soir-là en sentant l'eau de Cologne hors de prix et le beurre au parmesan, le même mélange d'odeurs qui flottait dans ce restaurant italien du centre-ville. J'avais l'habitude d'associer cette odeur aux anniversaires, à l'éclairage tamisé et à lui tendant la main à travers la table pour remettre une mèche de cheveux derrière mon oreille. Maintenant, tout ce que je pouvais sentir, c'était la trahison. Il a enlevé ses chaussures, desserré sa cravate et m'a lancé ce sourire familier et charmeur. Celui qui pouvait désarmer les étrangers, conquérir les barman et lui éviter des amendes. Et,
Nat, a-t-il dit en se penchant pour m'embrasser la joue. Tu m'as manqué. Il m'a fallu tout mon courage pour ne pas reculer. Longue soirée, ai-je demandé, ma voix neutre. Il a gémi théâtralement. La plus longue de ma vie. Des clients infernaux. S'ils ne nous payaient pas, je leur dirais d'aller voir ailleurs. Il a jeté sa veste sur le dossier du canapé, jamais sur un cintre, jamais dans un placard, et a sorti son téléphone de sa poche. J'ai regardé son pouce planer, hésité, puis incliné l'écran loin de moi avant de le déverrouiller. Une petite confirmation tranchante dont je n'avais pas besoin, mais que j'ai acceptée quand même. Il a jeté un coup d'œil à la cuisinière. Tu as fait des lasagnes? J'ai dit, mais tu as déjà mangé, non? Il s'est figé une demi-seconde. Le genre de pause qu'on manquerait si on ne l'étudiait pas comme je le faisais. Puis il a forcé un rire. Oh, tu sais comment se passent ces trucs avec les clients, a-t-il dit avec désinvolture. Des amuse-gueules par-ci par-là. Je pourrais quand même manger, ceci dit. Ne t'embête pas, ai-je dit. Je n'ai plus faim. Il a cligné des yeux, confus, mais est passé à autre chose. Il le faisait toujours. Il vivait dans un monde où mes humeurs s'ajustaient à ses besoins, et non l'inverse. Alors qu'il errait dans la salle de bain en fredonnant, je suis allé à mon ordinateur portable, j'ai cliqué à nouveau sur le fichier audio et j'ai écouté quelques secondes de plus, étudiant chaque détail de sa voix. Ce qui m'a frappé, ce n'étaient pas les mots, bien qu'ils fussent assez vils. C'était le ton. Fier, confiant, complètement pas menacé. Il n'avait pas peur de se faire prendre parce qu'il ne pensait pas que j'étais capable de le prendre sur le fait. C'était sa plus grande erreur de calcul, et elle allait lui coûter tout. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, bien avant l'alarme de Cédric. Il était étalé sur le lit comme quelqu'un qui dormait la conscience tranquille. Je me suis assise au bord, étudiant le soulèvement et la chute de son dos alors qu'il respirait, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste une sorte de clarté froide et précise. Je me suis douché, habillé et éclipsé discrètement. Mon premier arrêt fut mon bureau au centre-ville, mais pas pour le travail. J'avais rendez-vous avec une avocate. Elle s'appelait Maître Alice Portier, une femme dans la quarantaine au regard acéré et à la compréhension encore plus fine du droit financier. Ma collègue me l'avait recommandé en disant, si quelqu'un essaie de t'arnaquer, Alice trouvera chaque faille et chaque fil pour le défaire. Parfait. Elle a parcouru le résumé que j'avais tapé, date, relevé bancaire, bizarrerie chronologique, pièces jointes, et a hoché la tête pensivement. Vous êtes très organisé, a-t-elle dit. J'aime être préparé. Cela rendra les choses plus faciles. Elle a croisé les mains. Première question, voulez-vous le quitter? Parce qu'avec ce que vous m'avez dit jusqu'à présent, vous avez absolument des motifs pour une procédure. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Je ne prends pas de décision tant que je n'ai pas une vue d'ensemble. Bien, a-t-elle dit. Alors, obtenons cette vue d'ensemble. J'ai fait glisser mon ordinateur portable sur la table et ouvert le fichier audio. Maître Portier a écouté sans interrompre. Quand cela s'est terminé, elle a expiré lentement. Il dit ça en public. Dans un restaurant? Ses sourcils se sont levés. En avez-vous plus? Je peux en avoir plus. Faites-le, a-t-elle dit. Enregistrement, photo, horodatage, mouvement financier. Plus nous en avons, plus vous avez de levier. Levier. L'enquêteur avait utilisé le même mot. Je commençais à aimer ce mot. Maître Portier a tapoté 2 fois son stylo sur son carnet. Vous devez également cesser immédiatement de partager les comptes financiers. C'est délicat, ai-je dit. Nous partageons le prêt immobilier pour l'instant, mais tout le reste. Vous séparez tout, discrètement, stratégiquement. Elle s'est penchée en avant. Et une chose de plus, vous devez commencer à agir normalement avec lui. Vous ne pouvez pas lui mettre la puce à l'oreille. J'ai hoché la tête. Je le savais déjà instinctivement. Cédric me sous-estimait depuis des années. Je n'allais pas gâcher cet avantage maintenant. L'enquêteur a fourni plus d'éléments en quelques jours. Il s'est avéré que Cédric et Océane ne se rencontraient pas seulement pour des dîners. Ils se sont rencontrés 2 fois dans un hôtel près de l'autoroute, un bar à vin près de son appartement, un parking où ils s'embrassaient dans l'ombre comme des adolescents. Son immeuble de bureau après les heures de travail. Chaque photo était horodatée, étiquetée et douloureusement claire. Mais l'enregistrement, le deuxième,
était pire. Cette fois, ils n'étaient pas dans un restaurant. Ils étaient dans sa voiture. Le microphone a capté le murmure bas de leur voix. Cédric, elle n'en a aucune idée. Nat me fait juste confiance. C'est presque trop facile. Océane, tu as de la chance. Quand ce bébé arrivera, elle t'aidera probablement à l'élever. Cédric a ri. Ri. Elle aidera à payer pour lui. C'est sûr. Elle est pragmatique. Elle ne quittera pas la maison. Elle s'est trop investie. Océane a gloussé. Donc, tu nous as toutes les deux. Pourquoi pas? A-t-il dit avec suffisance. Ça arrange tout le monde. J'ai mis l'enregistrement en pause. Les bords de ma vision pulsaient. Le salon semblait soudain trop petit, l'air trop chaud. Cédric ne faisait pas que me tromper. Il n'était même pas déchiré. Il planifiait un avenir où il obtenait tout ce qu'il voulait pendant que je le finançais. Une vie pratique avec moi, une vie passionnée avec elle. Un bébé qu'il s'attendait à ce que je soutienne parce que j'étais pragmatique. Pour quelqu'un qui me trouvait ennuyeuse, il comptait certainement sur moi pour porter le poids de son monde. J'ai appuyé à nouveau sur lecture. Océane, alors, quand est-ce que tu lui dis? Cédric, quand je serai obligé. Et quand je le ferai, elle restera. Elle reste toujours. C'est ce qu'elle est. Ma mâchoire s'est serrée. Il croyait cela pleinement parce que j'avais créé l'illusion moi-même. Des années à être fiable, stable, organisé, prévisible. Mais la prévisibilité n'est pas synonyme de passivité. Il prenait ma structure pour de la faiblesse. Il prenait ma gentillesse pour de l'aveuglement. Il prenait ma loyauté pour une permission. Il allait bientôt réaliser à quel point il avait tort. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner, son préféré, du poulet avec une sauce au beurre citronné. J'ai mis la table, allumé une bougie, joué une des playlists qu'il aimait. Quand il est entré, il s'est arrêté, les sourcils levés de surprise agréable. Waouh, a-t-il dit. C'est pour quelle occasion? Pas d'occasion, ai-je dit avec un sourire. Je voulais juste une belle soirée. Il m'a embrassé la tête. Tu es la meilleure, Nat, sérieusement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je l'ai étudié un instant. Oui, ai-je dit doucement. Je sais. Nous avons mangé, ri, discuté, lui gesticulant avec animation à propos du travail. Moi me penchant en avant au bon moment, hochant la tête, répondant avec juste assez d'enthousiasme. Chaque parcelle de chaleur sur mon visage était calculée. Chaque rire avait un but. Chaque question que je posais était conçue pour garder les choses normales. Parce que Maître Portier avait raison. J'avais besoin de temps. Du temps pour me préparer. Du temps pour rassembler des preuves. Du temps pour contrôler le récit avant qu'il ne réalise qu'il y en avait un. Après le dîner, il m'a embrassé profondément, les mains sur mes hanches. Un geste rare ces derniers temps. Il s'est reculé, souriant. Merci pour ce soir. J'en avais besoin. Je sais, ai-je dit. Je suis toujours là pour toi, Cédric. Son sourire s'est adouci. Tu le hais vraiment. Nous avons rangé ensemble. Il est allé se coucher tôt. Je suis resté debout tard, assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable ouvert, mes dossiers méticuleusement organisés, enregistrements audio, photos, journaux financiers, capture d'écran de messages suspects, un dossier intitulé Paperasse avocat, et en bas de la liste, un nouveau document que j'ai intitulé Stratégie de sortie. Je ne savais pas encore si j'allais le quitter ou si j'allais le laisser imploser sous le poids de ses propres décisions. Mais je savais ceci, quoi qu'il arrive ensuite, il ne le verrait pas venir. Et quand la chute l'atteindrait enfin, ce serait une chute de sa propre fabrication. Il ne savait simplement pas encore que je tenais déjà la corde. La nuit où tout s'est finalement mis en place a commencé de manière trompeusement ordinaire. Une de ces soirées où le banal semble presque suspect avec le recul. Je suis rentré un peu après 18 heures. Les sacs de course me sciaient les paumes. Le ciel dehors s'assombrissait dans cette teinte bleu-gris qui me donnait toujours envie d'allumer des bougies et de commencer le dîner. La voiture de Cédric n'était pas dans l'allée. Bien. Cela me donnait le temps de réfléchir. J'ai posé les courses, me suis lavé les mains et ai pris une longue inspiration stabilisatrice avant d'ouvrir le réfrigérateur. Je n'avais pas besoin de la nourriture à l'intérieur.
J'avais besoin d'un moment où l'air frais pourrait frapper mon visage et calmer la chaleur qui fleurissait sous ma peau. Tout était presque en place. Maître Portier avait confirmé la date de dépôt pour la séparation. L'enquêteur avait livré le dernier lot de photos de surveillance. La main d'Océane sur la joue de Cédric. Cédric embrassant son cou. La voix de Cédric sur un enregistrement audio murmurant des promesses qu'il ne m'avait jamais chuchotées. Ne t'inquiète pas, lui disait-il dans l'enregistrement. Nat s'occupera toujours de ce que je ne peux pas faire. Mon propre nom sur ce ton, le ton d'un homme décrivant un appareil électroménager, pas une partenaire, avait été le moment où quelque chose en moi avait cessé de se briser pour se durcir en résolution. Une résolution que j'attendais d'utiliser. Je coupais des blancs de poulet quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Le couteau s'est arrêté à mi-coupe. Cédric est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine lentement, comme si l'air pesait contre lui. Sa cravate pendait de travers. Ses yeux étaient rouges, pas d'épuisement, mais de pleurs. De vrais pleurs. Ses joues étaient tachées. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Trop vite, trop superficiellement. Nathalie, a-t-il dit doucement. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et me suis tourné vers lui. Ai-je dit. Tu es rentré tôt. Il m'a fixé comme si je lui avais demandé de résoudre un problème de physique avancé. Puis il a laissé tomber ses clés. Littéralement laissé tomber. Elles ont cliqueté bruyamment sur le carrelage, mais il n'a pas branché. Il avait l'air vide. Peux-tu t'asseoir ? A-t-il chuchoté. Une version plus faible de moi, une version plus ancienne de moi, se serait d'abord senti concernée. Mais cette version de moi avait disparu. J'ai hoché la tête et suis entré dans le salon, le torchon toujours à la main comme un drapeau de trêve. Il a suivi, bougeant comme s'il était sous l'eau. Il ne s'est pas assis à côté de moi. Il s'est assis sur le canapé en face de moi, les coudes sur les genoux, les mains jointes si fort que les jointures étaient blanches. Nathalie, il s'est passé quelque chose. Je me suis adossé, gardant mon expression neutre. D'accord. Sa gorge s'est serrée. Il a dégluti difficilement. Elle est enceinte. Il n'avait pas besoin de dire le nom. Je le sentais dans l'espace entre nous, épais et aigre. Je n'ai pas cligné des yeux. Qui ? Ai-je demandé, parce que je voulais l'entendre le dire. Clairement, sans excuse. Océane ? J'ai inspiré lentement, silencieusement. Sa voix tremblait. Ce n'était pas censé arriver. C'est juste arrivé. J'ai laissé passer un instant. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Pour nous, a-t-il corrigé rapidement, les yeux désespérés. J'ai besoin que tu comprennes que cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Je t'aime, Nat. Tu le sais. J'ai incliné la tête. Et pourtant, tu couchais avec ton ex. Ça. Il s'est passé une main sur le visage. Ce n'était pas comme ça. C'était compliqué. Assez compliqué pour créer un enfant. Ses yeux se sont fermés fort. Je suis venu ici parce que je ne peux pas faire ça tout seul, a-t-il chuchoté. J'ai besoin de toi. Toi et moi, nous avons un foyer, une vie, une stabilité. Tu es la seule personne qui sait comment garder les choses en ordre. Il m'a regardé directement, et son regard a vacillé. Honte, peur, puis calcul. C'était là. La partie qu'il avait répétée. J'ai juste besoin de savoir que tu seras toujours là pour nous. C'était encore là. Nous. Comme dans, toi et ton ex-copine enceinte ? Ai-je demandé. Il a eu l'audace d'opiner du chef. Nathalie, écoute. Tu es pragmatique. Tu comprends la vraie vie mieux que quiconque. Tu sais à quel point il est difficile de recommencer à zéro. C'est juste logique pour nous de rester ensemble, au moins jusqu'à ce que les choses se tassent. Tu peux faire tourner la maison. Tu l'as toujours fait. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air comme de la fumée. Tu dis ça clairement ? Ai-je demandé, la voix calme. Juste pour que je comprenne exactement ce que tu demandes. Oui, a-t-il dit, le soulagement traversant son visage comme s'il croyait que je glissais enfin dans le rôle qu'il préférait. Soutien, stabilisatrice. Ouais, il me voyait comme une réparatrice. Il s'est redressé, a respiré profondément et l'a dit. Je vais avoir un bébé. Ce n'est pas avec toi. Mais tu subviendras quand même à nos besoins,
n'est-ce pas? Parce que c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es. Je l'ai regardé. La façon dont il soutenait mon regard avec défi, comme s'il pensait que le dire avec assez de confiance le rendrait logique. La façon dont il le présentait comme une responsabilité au lieu d'une exploitation. La façon dont il supposait sans hésitation que mon amour pour lui signifiait qu'il avait un crédit illimité. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Pas avec chaleur. Avec certitude. Merci, ai-je dit doucement. Il a froncé les sourcils. Pourquoi? Pour l'avoir dit exactement comme tu le ressens. Il a cligné des yeux, déstabilisé. Nat. Je me suis levé, fluide et sans hâte, marchant dans le couloir. Il m'a appelé, la voix se brisant, mais je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte de mon bureau, pris mon ordinateur portable et suis retourné au salon. Cédric me regardait avec une confusion grandissante et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Je me suis assise, j'ai ouvert l'écran, navigué vers un dossier intitulé Documents d'assurance. C'est quoi ça? A-t-il demandé en essayant de rire. Tu fais tes impôts au milieu de tout ça? Non, ai-je dit doucement. Je veux juste que tu entendes quelque chose. J'ai tourné l'écran vers lui. Puis j'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la pièce instantanément. Forte, claire, suffisante. Non, elle n'en a aucune idée. Je te l'ai dit, elle est complètement à côté de la plaque. Elle croit vraiment que je travaille tard tous ces soirs. Les yeux de Cédric se sont écarquillés. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Mais je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Le rire d'Océane a suivi. Qu'est-ce que tu vas faire quand elle le découvrira? Elle ne le saura pas. Et même si elle le découvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Partir? S'il te plaît. Elle est pragmatique. Elle ne jetterait jamais la maison par la fenêtre. Elle est essentiellement mon filet de sécurité. Il me regardait maintenant. Vraiment regardé. Je n'ai pas rendu son regard. La voix de Cédric continuait de jouer. Et quand le bébé arrivera, elle aidera. Elle nous soutiendra. Elle le fait toujours. Sa respiration est devenue saccadée. Je n'ai pas mis l'enregistrement en pause. Nat est juste prévisible. Elle est stable. J'ai besoin de ça. Et Océane me donne ce que Nat ne peut pas. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du faible bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur portable. Le visage de Cédric s'est vidé de ses couleurs. Nathalie, a-t-il chuchoté. Où as-tu? Comment as-tu? J'ai fermé l'ordinateur portable lentement. Assieds-toi, ai-je dit. Il s'est laissé retomber sur le canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Pendant des mois, ai-je dit calmement, tu te racontais une histoire sur qui je suis. Tu as construit tout un avenir autour de la croyance que je ne t'arrêterai jamais, ne te remettrai jamais en question, ne partirai jamais. Il a dégluti difficilement. Je peux expliquer. Non, ai-je dit. Tu ne peux pas, il a tendu la main vers moi, les mains tremblantes, mais j'ai reculé. Écoute, Nat, s'il te plaît. J'ai levé un doigt, et il s'est tu. Je t'ai laissé parler, ai-je dit. Maintenant, c'est mon tour. Il a serré la mâchoire, les yeux brillants de panique. J'ai ouvert un tiroir de la table basse et sorti le dossier soigneusement organisé qu'Alice m'avait aidé à préparer. Cédric l'a fixé comme si c'était une arme chargée. Ceci, ai-je dit en le plaçant devant lui, est tout ce que tu as fait. En photo, en transcription, en chronologie, en journaux financiers. Je n'ai pas Nat, tu dois comprendre. Je comprends, ai-je dit. Plus que tu ne le penses. Il s'est effondré en avant, les mains sur le visage. Nathalie, s'il te plaît. Mais je n'avais pas fini. Je me suis penché en avant, ma voix stable et calme. Tu pensais que j'étais prévisible, ai-je dit. Tu pensais que je resterais. Tu pensais que tu pourrais planifier ton avenir autour de ma stabilité. Ses épaules ont tremblé. Et ce soir, ai-je continué, tu m'as dit clairement ce que tu attends de moi. Il a levé la tête, les yeux rouges, pleins d'espoir, terrifié. Alors maintenant, ai-je dit doucement, je vais te montrer ce que tu peux attendre de moi. Il n'a pas respiré. Je lui ai tendu la dernière feuille de papier du dossier. Un document juridique déposé ce matin. Cédric Mercier, ai-je dit.
Vous êtes assigné en justice. Il a fixé le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Mais tu es censé. Tu es pragmatique, a-t-il chuchoté. Oui, ai-je dit. C'est exactement pourquoi j'en ai fini. Il a émis un son, un mélange entre un étouffement et un sanglot. Je me suis levé, m'autorisant un dernier regard sur l'homme qui avait construit un fantasme entier sur l'hypothèse que je maintiendrais toujours les choses en place pour lui. Tu voulais de la clarté, ai-je dit doucement. Maintenant tu l'as. Et pour la première fois en 7 ans, je me suis éloigné de lui sans me retourner. Cédric n'a pas parlé pendant 10 bonnes secondes après avoir lu le document. Il s'est contenté de fixer cette page, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, la poitrine haletante. Ses pupilles étaient dilatées comme quelqu'un qui vient de survivre à un accident de voiture et n'a pas encore réalisé qu'il est encore en vie. Finalement, sa voix est sortie rauque. Divorce. Nathalie, allez. Tu ne penses pas ça. Je n'ai pas cligné des yeux. Si. Il a secoué la tête presque violemment. Non, non, c'est réactionnel. Tu es bouleversé. Tu es sous le choc. Tu aurais dû m'en parler d'abord, papa ça. Je t'ai parlé, ai-je dit uniformément. Ce soir, tu m'as dit en face que tu voulais que je continue à te soutenir pendant que tu élèverais l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas je n'ai pas Nat, tu déformes ce que je voulais dire. Ton enregistrement n'a rien déformé, ai-je dit. Tu as été très clair. Il avait l'air sur le point de vomir. Je mentais, a-t-il laissé échapper. J'exagérais pour Océane. Tu sais comment parlent les hommes. Je ne pensais rien de tout ça. J'étais juste. Je ne sais pas, j'essayais de bien paraître, d'éprouver quelque chose. J'ai incliné la tête. C'est l'excuse que tu as choisie. Oui, a-t-il dit désespérément. Je t'aime, Nat. Je t'aime. Océane ne signifie rien. C'était juste. C'était stupide. J'ai paniqué. J'ai fait des erreurs. Mais les erreurs ne durent pas 8 mois, ai-je coupé. Les erreurs n'apparaissent pas dans des chambres d'hôtel, des retraits d'espèces et 2 heures de conversation enregistrées. Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Mais on peut arranger ça, a-t-il essayé à nouveau, tendant la main vers la mienne. On peut faire une thérapie. Tu peux me crier dessus. Tu peux fixer des règles. Je les suivrai. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, Nat, s'il te plaît, ne jette pas tout. Tu as tout jeté, ai-je dit. Tout ce que je fais, c'est en prendre acte. Son visage s'est tordu, la rage s'enroulant autour de la peur. Alors c'est tout, a-t-il claqué. Tu as juste fini. Pas de pardon, pas de seconde chance après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai ri, un son court et sec. Que as-tu fait, exactement, ai-je demandé, pour moi. Il s'est figé. Tu as vécu dans ma maison. Grâce à ma planification, ma stabilité, ma capacité à gérer ta vie en même temps que la mienne. Tout ce que tu es terrifié de perdre, tu ne l'as pas construit. J'ai contribué, a-t-il crié. Oh, comment, ai-je demandé. Émotionnellement? Financièrement? Avec constance? Fidélité? Honnêteté? Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas juste, a-t-il dit faiblement. C'est exact. Je lui ai tendu une autre liasse de documents, plus épaisse cette fois. Ce sont tes instructions de déménagement, ai-je dit. Préparées par mon avocate. Déménager? Nathalie? Non. C'est insensé. Je vis ici. Tu vivais ici, ai-je dit. Maintenant tu emballeras ce qui est à toi d'ici vendredi. Effet personnel uniquement. Rien d'acheté conjointement. Sa panique a grimpé à nouveau. Tu ne peux pas juste me mettre dehors. C'est notre maison. Notre maison, ai-je répété. Le prêt est aux 2 noms. Mais te souviens-tu qui a versé la totalité de l'apport initial? Silence. Et qui a effectué la majorité des paiements, couvrant les réparations, la taxe foncière, les factures, les assurances? Il a dégluti. Nathalie, je suis désolé, a-t-il chuchoté. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu n'es pas désolé, ai-je dit. Tu as peur.
Ses yeux se sont levés vers moi, coupable, désespéré, furieux. Mais ne t'inquiète pas, je lui ai adressé un sourire froid et calme. Ce sentiment va bientôt être très familier. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Le téléphone de Cédric sonnait sans arrêt. Océane, selon l'identifiant de l'appelant qu'il a oublié de cacher. Puis numéro inconnu, puis travail. Puis Océane à nouveau. Il n'a répondu à aucun appel. Au lieu de cela, il a rôdé près de moi comme une ombre nerveuse. Tu donnes à ça des proportions démesurées, a-t-il dit pour la 3e fois ce matin-là, me suivant à la trace pendant que je préparais le café. Les gens surmontent des liaisons tout le temps. Ce n'est pas impardonnable. Tu as raison, ai-je dit en remuant ma tasse. Certaines personnes surmontent des liaisons. Il s'est éclairé d'une fraction. Puis j'ai ajouté, pas nous. Ses épaules se sont affaissées. Il m'a suivi dans le couloir. Nat, écoute, si c'est à propos du bébé, on peut trouver une solution. Je parlerai à Océane. Je vais. Je ne sais pas. Je vais gérer ça. Oh, tu vas gérer ça, ai-je fait l'écho. Impressionnant. Tu n'as même pas pu gérer le fait de me dire la vérité. Il a grimacé. Et pour ce que ça vaut, ai-je dit en passant devant lui, ce n'est pas à propos du bébé. Il a cligné des yeux, confus. Ce n'est pas le cas? Non. Je me suis tourné pour lui faire face entièrement. C'est à propos du fait que tu avais prévu de me rendre responsable de tes choix. Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Il n'avait plus d'arguments. 3 jours plus tard, comme prévu, Cédric a reçu la visite d'un huissier de justice sur son lieu de travail. Mon enquêteur m'a décrit la scène plus tard sur un ton de neutralité professionnelle, bien que je puisse entendre la moindre note de satisfaction en dessous. Cédric était au milieu d'une réunion matinale. L'huissier est entré, a confirmé son nom et lui a remis le dossier. Ceci est pour vous, monsieur Mercier. Le visage de Cédric est apparemment passé par les 7 étapes du deuil en 20 secondes. Ses collègues le fixaient. Son patron a demandé s'il avait besoin de sortir. Cédric n'a rien dit, pas un mot. Il a juste serré les documents, les veines gonflées sur les tempes, et a quitté la pièce. Quand il est rentré ce soir-là, il a claqué la porte d'entrée si fort qu'un cadre photo a tremblé et est tombé du mur. « Tu m'as humilié » a-t-il crié, entrant en trombe dans le salon. « Bien » ai-je dit calmement. L'humiliation précède souvent la responsabilité. Tu n'avais pas à faire ça au travail. C'était le seul endroit où nous pouvions garantir que tu le recevrais. Non, a-t-il claqué, me pointant du doigt comme un enfant faisant un caprice. Tu voulais me ruiner. Si je voulais te ruiner, ai-je dit uniformément, j'aurais envoyé les enregistrements à toute ta liste de contacts. Il s'est figé, et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Le moment où il a réalisé à quel point sa situation était vraiment précaire non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais parce qu'il avait enfin saisi ce que je pouvais faire. L'effondrement a commencé rapidement. Le mari d'Océane, oui, Marie a découvert la liaison 3 jours après que Cédric a reçu l'assignation. Apparemment, elle avait recommencé à porter une alliance au travail pour sauver les apparences. L'hypocrisie était époustouflante. Son mari l'a confrontée. Elle a paniqué et a appelé Cédric 17 fois de suite. Il a refusé chaque appel. Il était trop occupé à essayer de garder son emploi. Le service des ressources humaines a demandé une réunion. Quelqu'un l'avait vu recevoir l'acte d'huissier et avait commencé à chuchoter que la cause était une conduite inappropriée. Cédric a essayé de tourner la chose à son avantage. Il a échoué. Son patron l'a mis à pied en attendant un examen plus approfondi. Les nouvelles vont vite dans les couloirs d'entreprise. L'assurance confiante de Cédric s'est dégonflée en quelque chose de petit, fragile, humilié. Pour la première fois depuis des années, il devait faire face aux conséquences sans aide. À la maison, j'avais déjà changé les serrures. Légalement, je le pouvais. Il ne résidait plus là officiellement. La première fois qu'il a essayé d'utiliser son ancienne clé, il a secoué la poignée de porte comme un cambrioleur. « Nathalie, ouvre la porte » a-t-il crié. Je l'ai ouverte de quelques centimètres, assez pour croiser son regard. « Les clés ne fonctionneront plus » ai-je dit. L'avocate a validé. « Tu es incroyable » a-t-il claqué. « Tu es un monstre. » Non, ai-je dit calmement. Je suis pragmatique. Son visage s'est tordu.
N'utilise pas mes mots contre moi, a-t-il sifflé. Tu m'as utilisé bien pire que ça. Il n'a pas discuté. Il s'est juste affaissé contre l'encadrement de la porte, vaincu. S'il te plaît, a-t-il chuchoté. On peut juste parler? Tout ce que nous avons à nous dire, ai-je répondu, passera par les avocats. J'ai fermé la porte, les verrouillé, me suis éloigné, et pour la première fois dans tout ce gâchis, j'ai senti une partie de moi se remettre proprement en place. Les retombées se sont propagées vers l'extérieur. Océane a tenté de me joindre directement par un email désespéré plein de fragments. Il m'a dit que tu ne partais pas. Il a dit que tu aiderais. Il nous a menti à tous les deux. Je n'ai pas répondu. Pas mon problème, pas ma responsabilité, pas à moi d'apporter une conclusion. Les parents de Cédric ont essayé de me contacter aussi, voulant des détails. Je leur ai envoyé une seule phrase. Toutes les informations pertinentes seront fournies par les voies légales. Ils n'ont plus envoyé de message. À la 4e semaine, la dissection financière avait commencé. Un expert comptable judiciaire a retracé les transferts cachés de Cédric. Chaque retrait au distributeur, chaque dépense secrète, chaque frais d'hôtel déguisé en réunion client. Tout a été catalogué. Tout était recevable. Tout était accablant. Alice m'a appelé après avoir tout examiné. Votre dossier est solide, a-t-elle dit. Plus solide que la plupart. Avec les preuves que vous possédez maintenant, vous conserverez probablement la maison entièrement. Et lui, ai-je demandé. Il repartira avec très peu, a-t-elle dit. Les juges aux affaires familiales n'apprécient pas la trahison financière en plus de l'infidélité. J'ai hoché la tête. Pas triomphalement, pas même joyeusement, juste avec acceptation. Parce que ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question d'équilibre, de correction d'une équation qui n'avait jamais été égale, peu importe à quel point j'avais prétendu qu'elle l'était. Pourtant, le point de rupture pour Cédric n'est pas venu du système judiciaire, ni d'Océane, ni de la perte de sa place dans ma maison. Il est venu de quelque chose de beaucoup plus petit. Mesquin, même. Il a essayé d'entrer au Basic Fit un matin, notre abonnement partagé. Il a scanné l'ancien QR code. Accès refusé. Il a réessayé. Refusé. Il a martelé le tourniquet jusqu'à ce que l'employé à l'accueil lève les yeux, peu impressionné, et dise « Oh, mec, ton abonnement a été résilié. La titulaire t'a viré du compte ou un truc comme ça. » Cédric l'a regardé sans comprendre. Et puis, selon des connaissances mutuelles, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il a pleuré. Pas pour moi. Pas pour nous, pas même pour l'enfant qu'il avait créé avec une autre femme. Il a pleuré parce qu'il avait enfin compris. Je n'étais plus sa stabilisatrice. Je n'étais plus son filet de secours. Je n'étais plus son filet de sécurité. J'étais parti. Et sans moi, tout son écosystème soigneusement exploité s'est effondré. Le divorce a pris de l'ampleur comme un TGV lancé à pleine vitesse. Cédric a essayé le marchandage, la supplication, les menaces, la culpabilisation. Rien n'a fonctionné. Il a même essayé de promettre de ne plus jamais voir Océane de sa vie. Je me fiche de qui tu vois, ai-je dit. Tu n'es pas ma responsabilité. Nathalie, a-t-il chuchoté, vaincu. S'il te plaît, je ne sais pas comment vivre sans toi. J'ai croisé son regard sans broncher. Ça, ai-je dit, c'était le problème depuis le début. Au moment où le calendrier est passé à la 6e semaine de procédure, Cédric ressemblait à un fantôme portant sa propre peau. Pas plus maigre, juste diminué, pas brisé, juste vidé, pas dévasté, juste enfin, douloureusement conscient que les actions ont un poids et que les siennes l'écrasaient. Il ne fanfaronnait plus quand il marchait. Il ne remplissait plus les pièces avec ce charme sans effort qu'il maniait comme une seconde langue. Sa voix, autrefois si confiante, si glissante, portait maintenant un tremblement qu'il ne pouvait cacher. Mais rien de tout cela n'a ralenti le processus. La machine judiciaire s'était mise en marche et Cédric, qu'il le réalise ou non, ne conduisait plus rien. C'était moi, et je pilotais d'une main ferme. Le premier coup majeur est venu quand Maître Portier m'a transmis une ordonnance du tribunal. Gel des avoirs bancaires, signifiant qu'il ne pouvait plus toucher au compte joint. Il ne pouvait plus transférer d'argent. Il ne pouvait plus emprunter, retirer ou liquider sans consentement. Il a essayé quand même. Bien sûr qu'il l'a fait.
Il est entré dans une agence de notre banque 2 jours après l'ordonnance et a tenté avec assurance de retirer 3 800 €. Le conseiller l'a poliment informé que le compte nécessitait une double autorisation. Cédric a argumenté. Le directeur d'agence a confirmé. Cédric a fait une scène. La sécurité est intervenue. Je n'en ai pas entendu parler par Cédric. Il n'a pas osé me le dire. Le directeur de la banque a envoyé un email directement à mon avocate comme ils sont tenus de le faire. Alice m'a appelé avec un soupir qui contenait à parts égales amusement et agacement. Il est, a-t-elle dit sèchement, exactement aussi incompétent en fraude financière que son comportement le suggère. J'ai souri. Bon à savoir. Le deuxième coup n'était pas juridique. C'était personnel. Et il est arrivé sous la forme d'un appel téléphonique d'un numéro inconnu pendant ma pause déjeuner au travail. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans mes tripes a chuchoté, c'est un appel que tu dois entendre. Allô, ai-je dit. Il y a eu une respiration tremblante à l'autre bout. Salut, Nathalie. C'est, C'est Mélanie. Mélanie. J'ai reconnu le nom immédiatement. La sœur aînée d'Océane. Celle que Cédric décrivait autrefois comme un cauchemar critique. Celle vers qui Océane s'était apparemment tournée pour obtenir des conseils pendant leur liaison. Que puis-je faire pour vous, ai-je demandé, gardant mon ton neutre. Elle a hésité. Je pensais que tu devrais savoir. Océane. Elle a perdu le bébé. Les mots ont frappé l'air comme de l'argile humide. Lourd, informe, impossible à traiter tout d'un coup. Oh, ai-je dit doucement après un instant. Je suis désolé pour la perte de votre famille. Mélanie a expiré en tremblant. Je ne m'attends pas à ce que tu te soucies d'elle ou que tu pardonnes. Dieu sait que rien de tout cela n'est de ta faute, mais Océane. Elle ne va pas bien mentalement. Je veux dire. Je vois. Et Mélanie a hésité. Elle a dit que Cédric ne l'a pas contactée du tout. Cela ne m'a pas surprise. Cédric ne gérait pas bien le deuil qui exigeait de l'endurance émotionnelle, surtout le deuil qui ne le servait pas, je suis désolé qu'elle traverse ça, ai-je dit honnêtement. Mais c'est entre eux. Je sais, a dit Mélanie doucement. Je voulais juste. Je voulais m'excuser pour tout, pour ce qu'Océane a fait, pour ce que Cédric a fait. Tu ne méritais rien de tout ça. Rien. Je n'ai rien dit, mais mon silence était une acceptation, pas un rejet. Au revoir, Nathalie, a-t-elle murmuré. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel. Puis je suis resté assise là pendant un long moment, fixant mon déjeuner à moitié mangé, essayant de démêler le nœud de sentiment dans ma poitrine. Soulagement. Tristesse pour la vie potentielle perdue. Tristesse pour Océane, qui était toujours une femme en souffrance, quels que soient les choix qu'elle avait faits. Tristesse pour l'étrange géométrie de la trahison, qui semble toujours faire saigner les innocents. Mais la sympathie a des limites, et la mienne s'arrêtait à la frontière de ce que je devais à moi-même. Quand Cédric a appris la fausse couche, il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas fait face. Il ne m'a pas appelé. Il a envoyé un seul texto. C'est fini. Elle l'a perdu. J'ai lu le message 2 fois. Puis une 3e fois. Pas une seule fois il n'a mentionné le nom d'Océane. Pas une seule fois il n'a exprimé de chagrin. Pas une seule fois il n'a reconnu ce qu'il avait fait subir à tout le monde. C'était transactionnel même dans la perte. Comme une mise à jour qu'il me devait parce que cela affectait la logistique de sa vie. J'ai fixé ces mots et j'ai senti une étrange clarté froide s'installer. Il n'avait jamais été capable d'aimer de la façon dont je le comprenais. Seulement de la dépendance, seulement de l'attachement à la commodité. Seulement de la loyauté envers la version de moi qui lui rendait la vie plus facile. Tout ce qui allait au-delà était hors de sa portée. Au cours du mois suivant, le divorce a progressé à la vitesse d'une avalanche. Lent au début, puis imparable. Cédric a essayé toutes les tactiques du livre. 1. Le marchandage. Si tu me rends les meubles de la chambre d'amis, je ne contesterai pas la voiture. Non. 2. La culpabilisation. Je dors sur le canapé d'un ami. Est-ce que tu t'en soucies seulement? Cela ressemble à un problème que tu dois résoudre. 3. La colère. Tu es vindicative. Tu es sans cœur. Tu as créé la situation. Je ne fais qu'y répondre de manière réaliste. 4. La manipulation.
Ne peut-on pas se rappeler les bons moments? Tu me manques. Non, la stabilité te manque. Il n'a jamais une seule fois prétendu qu'il m'aimait. Pas d'une manière qui comptait. La date de l'audience est arrivée. Cédric est apparu avec un costume qui ne lui allait plus très bien. Plus lâche aux épaules, plus serré au col. Il ressemblait à quelqu'un dont on avait vidé la couleur. Il n'a pas croisé mon regard. Maître Portier a présenté les preuves méthodiquement, comme si elle lisait une liste de courses. Infidélité, tromperie, inconduite financière, tentative de dissimulation d'actifs, enregistrement audio démontrant l'intention d'exploiter le mariage. L'avocate de Cédric avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Quand ce fut au tour de Cédric de parler, il a essayé de jouer le remords. Il a pleuré. Il s'est tordu les mains. Il a parlé d'erreur et de manque de jugement, mais le juge n'a pas scié. Les juges voient deux types de larmes chaque jour, celles qui viennent du regret et celles qui viennent de la défaite. Celles de Cédric étaient les secondes. À la fin, le juge a tranché de manière décisive. J'ai conservé la maison entièrement. Cédric devait rembourser tous les fonds détournés plus les intérêts. Il n'a reçu aucun droit sur mes plans d'épargne. On ne lui a accordé que les effets personnels qu'il avait apportés dans la relation. Une rupture nette, nécessaire. Après, Cédric s'est approché de moi à l'extérieur du palais de justice. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pas physiquement, juste spirituellement effondré. Il s'est arrêté à 1 mètre, les mains tremblantes. Nathalie, a-t-il dit doucement. Je voulais juste dire. Non, ai-je dit gentiment. Tu ne peux pas réécrire la fin. Il a cligné des yeux, confus. Je n'essayais pas de le faire. Si, ai-je dit. Tu l'as toujours fait, mais cette fois la fin m'appartient. Il a dégluti. Tu ne me pardonnes vraiment pas, a-t-il demandé doucement, la voix se brisant. Le pardon? Les gens adorent ce mot. Ils le traitent comme une monnaie. Le pardon en échange de la clôture, du confort ou de l'absolution. Mais le pardon n'est pas quelque chose que tu dois à la personne qui t'a blessé. C'est quelque chose que tu dois à la personne que tu deviendras après elle. Alors j'ai répondu honnêtement. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais le pardon n'est pas pertinent. Ce qui compte, c'est que tu n'aies plus accès à moi. Il a hoché la tête lentement comme s'il comprenait enfin. C'est vraiment fini, a-t-il chuchoté. C'est fini depuis longtemps, ai-je dit. Tu ne l'avais juste pas remarqué jusqu'à maintenant. Il a baissé le regard. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Pas de grand geste, pas d'effondrement dramatique, juste un homme avançant vers un avenir qu'il avait construit avec ses propres choix. Et puis il fut parti. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose d'étrange s'est produit. Le silence s'est installé dans ma maison. Pas un silence solitaire, un silence paisible. Pour la première fois depuis des années, je n'écoutais pas les bruits de pas. Je n'attendais pas de textos tardifs. Je ne budgétais pas pour deux, ne nettoyais pas pour deux, ne gérais pas la vie pour deux. Je ne portais pas le poids du chaos d'un autre adulte sur mon dos. Le calme n'était pas vide. Il était réparateur. Un soir, je me suis assise sur le sol de ma chambre fraîchement repeinte vert sauge au lieu de la coquille d'œuf fade que Cédric préférait entourée de fenêtres ouvertes et de l'odeur de l'air frais. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. De la légèreté. Pas extatique, pas euphorique, pas engourdie, juste légère. Comme si quelqu'un avait remis la gravité à son réglage correct après des années de marche dans un brouillard épais. Je me suis allongé sur le sol, j'ai fixé le plafond et j'ai chuchoté pour moi-même, tu es libre. Et pour une fois, la voix en moi, celle que Cédric avait passé des années à éroder, a répondu, oui, tu le es. Les mois après le divorce ont été étrangement calmes, de la façon dont un petit matin est calme, encore doux, rempli du faible sentiment que quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas rempli le silence de bruit, de gens ou de distractions. Je me suis laissé asseoir avec le vide que Cédric avait laissé derrière lui. Et lentement, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout un vide. C'était de l'espace. Un espace que je n'avais pas eu depuis des années. Un espace que j'avais oublié mériter. J'ai repeint le salon, réorganisé les meubles, remplacé le lit entièrement, changé les luminaires dont Cédric se plaignait toujours qu'ils étaient trop brillants, ouvert les stores et laissé la lumière du soleil inonder les endroits qu'il assombrissait avec ses humeurs. La maison ne semblait plus hantée.
Elle semblait réappropriée. Le travail est devenu plus facile, non pas parce que la charge de travail a changé, mais parce que mon esprit a changé. Quand on ne porte plus le poids émotionnel des échecs de quelqu'un d'autre, tout semble plus léger. Mes collègues l'ont remarqué. Tu as l'air différente, a dit l'un d'eux. Plus heureuse. Et je l'étais. Pas à chaque instant, et pas tout d'un coup. Mais il y avait des matins où je me réveillais et la première chose que je ressentais n'était pas l'effroi, l'anxiété ou l'épuisement. C'était le soulagement. C'était la possibilité. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous très lentement, intentionnellement, prudemment. Les premiers rendez-vous étaient gênants de cette manière spécifique dont les rendez-vous post-divorce sont gênants. Question polie, sourire trop brillant, histoire trop soignée, homme qui disait des choses comme « je suis très conscient émotionnellement », avec l'assurance de quelqu'un qui ne l'était absolument pas. Puis il y a eu un « Étienne ». Je l'ai rencontré à un atelier de poterie en plein air auquel mon ami m'avait inscrite sans demander. Il était nul à ça. Son bol en argile ressemblait plus à un chapeau froissé, mais il en riait d'une manière qui invitait tout le monde à rire aussi. Il n'essayait pas de m'impressionner. Il ne parlait pas par-dessus les autres. Il ne remplissait pas le silence de bruit inutile. Il était à l'aise avec sa propre présence, une chose rare et surprenante. Nous avons discuté après le cours, une conversation légère qui semblait naturelle. Quand il m'a demandé si je voulais prendre un café un de ces jours, il ne l'a pas dit avec attente. Il l'a dit avec ouverture. J'ai dit oui. Lentement, soigneusement, nous avons construit quelque chose de petit, d'honnête et de réel. Il n'a pas posé de questions sur mon passé tout de suite. Il n'a pas fouiné. Il ne s'est pas positionné comme le héros de mon histoire. Quand je lui ai finalement parlé de Cédric, il a écouté calmement, puis a dit « Je suis désolé que tu aies traversé ça, et je suis content que tu ne sois pas avec quelqu'un qui ne connaissait pas ta valeur. » Pas de conseils, pas de platitudes, juste de la reconnaissance. Et j'ai réalisé à quel point c'était rare. Combien d'années j'avais passé avec quelqu'un qui ne me voyait pas du tout. Un après-midi, des mois après avoir commencé à voir Étienne, nous marchions au centre-ville quand c'est arrivé. J'ai vu Cédric. Il était seul, sortant d'un café, portant une chemise que j'avais l'habitude de repasser pour lui. Ses cheveux étaient plus longs, sa posture voûtée, son expression vague. Il avait l'air plus vieux, pas en années, en vie. Il m'a vu avant que je ne le voie. Ses yeux se sont écarquillés, ses pas ont faibli. Pendant un moment, juste un moment, il y a eu le fantôme de ce que nous étions, deux personnes qui partageaient autrefois une vie, un foyer, des routines, des rêves. Puis le moment est passé. Il a fait un petit signe de tête, une reconnaissance silencieuse. Pas une invitation, pas une supplication, pas une question, juste une acceptation. J'ai rendu le signe de tête. Puis Étienne a serré ma main, pas de manière possessive, mais doucement, pour m'ancrer. Il n'a pas demandé qui était Cédric. Il n'en avait pas besoin. Nous avons continué à marcher. Et juste comme ça, Cédric est devenu un souvenir au lieu d'une blessure. Des mois plus tard, j'ai entendu par des connaissances communes que Cédric avait déménagé dans un appartement plus petit à l'autre bout de la ville, qu'il avait quitté son emploi après que l'examen des RH soit devenu inconfortable, qu'il travaillait dans une plus petite entreprise maintenant, se reconstruisant, ou essayant de le faire. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti de la distance, une distance saine, le genre qui vient du fait de comprendre enfin que le chaos de quelqu'un d'autre n'est pas votre responsabilité, peu importe combien de temps vous l'avez porté. Un soir, Étienne et moi préparions le dîner ensemble maladroitement. Nous étions tous les deux nuls à ça quand il a tendu la main vers un pot de sauce et a renversé une pile de bols. Nous avons tous les deux sursauté. Puis nous avons tous les deux ri. Et pour une raison quelconque, dans ce moment domestique ordinaire, quelque chose au fond de moi a cliqué. Il y a des années, si Cédric avait renversé quelque chose, il aurait juré. Blâmer le placard, blâmer le bol, blâmer moi pour avoir mis les choses dans des endroits bizarres. Maintenant, je riais avec quelqu'un qui ne transformait pas les erreurs en armes. Cela m'a frappé avec une telle clarté que j'ai dû m'asseoir. Quoi, a demandé Étienne, amusé. On dirait que tu as vu Dieu. J'ai secoué la tête en souriant. Non, j'apprends juste quelque chose. Quoi donc? Que l'amour ne devrait pas ressembler à du travail. Il a posé la sauce, s'est appuyé contre le comptoir et a hoché la tête. Non, a-t-il dit doucement.
L'amour devrait donner l'impression de choisir quelqu'un, pas de le gérer. J'ai dégluti autour de la chaleur montant dans ma poitrine. Oui, ai-je chuchoté. Exactement. Parfois, je pense encore à la nuit où j'ai passé l'enregistrement pour Cédric. Le moment où son visage s'est décomposé. L'instant où il a réalisé que je n'étais plus la version de moi qu'il pouvait manipuler. Les gens demandent si je le regrette. Si j'ai été trop froide, trop calculatrice, trop stratégique. La réponse n'a pas changé. Non. Je ne regrette pas la clarté. Je ne regrette pas de m'être protégé. Je ne regrette pas d'avoir refusé d'élever l'enfant d'une autre femme pendant que l'homme qui m'avait trahi utilisait ma stabilité comme filet de sécurité. Parce que voici la vérité que j'ai apprise à la dure. Être gentil n'est pas la même chose qu'être docile. Pardonner n'est pas la même chose qu'oublier. Faire confiance n'est pas la même chose que se rendre. Et la loyauté n'est pas due à quelqu'un qui vous traite comme une option. Cédric m'a appris à quoi ressemble la manipulation quand elle est enveloppée de charme. Il m'a appris comment le silence peut être un signe avant-coureur. Comment, pragmatique, peut devenir une arme. Comment l'amour peut être érodé doucement, un rejet à la fois. Mais il m'a aussi appris autre chose, quelque chose d'inestimable. Il m'a appris ce que je mérite. Le respect, la responsabilité, la réciprocité. Un partenaire, pas une personne à charge. Une relation construite sur l'honnêteté, pas l'exploitation. Un amour qui ne me demande pas de rétrécir. Un amour qui n'attend pas de moi que je porte tout sans être porté en retour. La dernière fois que Cédric m'a contacté, c'était un dimanche matin calme. Un court message. Pas d'excuses, pas de « s'il te plaît », pas de manipulation. Juste une phrase. J'espère que tu es heureuse, Nathalie. Vraiment. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Pas par colère. Par conclusion, parce que j'étais heureuse. Et même si je ne l'avais pas encore été, j'étais en chemin.